mec, t'as perdu aujourd'hui? Ah, mec, franchement, tu pues la merde. Bon, je rigole, moi aussi, j'ai perdu de l'argent. Ou peut-être pas. Bon, allez, bonne vidéo. Salut à toi, aujourd'hui, petite vidéo sur la journée du 28 avril. C'est une grosse journée. Enfin, en fait, ce matin, on a eu la Boge en réunion. Donc, elle a décidé de garder ses taux inchangés. Par contre, elle a un ton assez prudent et sûrement, je trouve, moins au quiche que prévu. Je vais vous faire un petit cours rapide, ça va vous permettre un peu de mieux comprendre. Et je pense que je vais faire ça pour les prochaines fois, ça peut être assez intéressant. Du coup, là, je vais aborder 3 points sur ce diapo. Ça va être les réunions de la Boge élienne, le pétrole et le dollar. Pour les réunions de la Boge, donc du coup, quand une banque décide de ses politiques monétaires, elle peut être neutre, hawkish comme dovish. Ce qui veut dire que hawkish, elle va être restrictive, elle va donc plutôt, elle va plutôt vouloir hausser ses taux. C'est-à-dire que du coup, c'est pour limiter l'accès au crédit. Le but est de ralentir l'économie, donc de ralentir l'inflation. Voilà ce que ça veut dire. Moins d'investissement, ralentissement économique, plus de chômage, voilà. Moins d'inflation. Tandis que si elle a une position dovish, elle est là pour baisser ses taux, elle est donc accommodante, donc ça fait baisser les taux d'intérêt des prêts, donc les entreprises investissent plus, il y a plus de croissance, moins de chômage, par contre elle a tendance à alimenter l'inflation. Et là, nous, ce que nous avons eu aujourd'hui, c'est une Boge restrictive, elle est au quiche, avec prudence vis-à-vis de l'inflation, des risques liés au détroit d'Ormuz. Donc là, le principal sujet lié au coût du yen, ça va être les carry trade. Enfin, c'est un sujet qui revient beaucoup, mais qui est clairement surévalué, enfin surestimé. Les banques au Japon ont été très longtemps avec des intérêts négatifs, donc là elles se rapprochent plus de zéro qu'autre chose. En fait, c'est pour dire n'épargnez pas, oui, investissez. C'est-à-dire que si tu mettais ton argent dans une banque, eh ben c'est toi qui payes des intérêts chaque année. Voilà, ça se passait comme ça. Donc ça te pousse à investir, donc de la croissance. Donc, ce qui paraît plutôt intéressant. Le carry trade, donc, va consister à faire un prêt dans une monnaie qui a très peu d'intérêts, donc des intérêts négatifs. Comme ça, tu n'en payes pas, tu en gagnes. Et en plus, et du coup, tu le convertis par exemple en dollars, tu fais un prêt en yens pour l'avoir en dollars. Comme ça, tu as un dollar qui a un meilleur rendement que le yen. Ok, donc là-dessus, vous me suivez. Et après, ils le réinvestissent. Dans le sens inverse, une fois qu'il est investi, tu peux décider de retirer ton investissement. Et en plus de ça, tu ne paieras aucun intérêt parce que ton taux est négatif. Cependant, si on a une banque qui est hawkish, donc qui a tendance à hausser ses taux, on risque d'avoir une légère divergence vis-à-vis de ses investissements. C'est-à-dire qu'à l'époque, avant ce risque de carry trade, on avait une hauteur de 500 milliards de dollars, donc c'était le double de ce qu'on a là actuellement. Donc un yen fort va avoir tendance à limiter ses positions, donc des gens qui vont sans doute retirer pour éviter de payer de forts intérêts plus tard. Donc ce qui est représenté sur les graphiques, je vais le faire après. Donc si le yen est fort, l'intérêt peut être plus coûteux, donc moins avantageux pour investir. Donc ça fait baisser les actifs. Cependant, ce risque est clairement surévalué parce que c'est 250 milliards investis partout dans le monde. Donc 250 milliards, ça représente absolument rien. Beaucoup de gens en parlent, mais je trouve ça très surévalué vis-à-vis de ce qui a déjà pu être retiré avant. Donc j'ai mis par la suite, voilà, donc c'est aussi un risque de change, intervention sur les marchés. Donc on va aller sur SDJPY directement. Voilà, donc ça c'est mon scénario basique sur USDJPY. En fait, on a déjà eu des interventions du gouvernement et de la Boge sur le taux de change, parce qu'en fait, le yen devient beaucoup trop faible, provoqué par des tas de fonds spéculatifs, ce qui fait que
faut que le yen puisse avoir un prix, faut pas qu'il soit trop faible par risque d'inflation, faut pouvoir contrôler la monnaie. Donc la yen intervient, la Bauge intervient. Et là, c'est ce qu'on a pu avoir au mois de janvier ou décembre, je sais plus exactement. En janvier, s'ils sont intervenus en janvier. Oui, janvier, oui. Ils ont vendu des actifs en dollars. Ce qui faisait que du coup, on a une réaction hyper volatile. On avait perdu, il me semble qu'on avait perdu plus de 1%, 1% et demi, à voire 2, il me semble. À la journée, c'était très très volatile. Et j'étais en cours à ce moment-là, c'est très important. Donc voilà. Pour représenter plus largement, en fait, là on a un yen faible, donc qui est plutôt compétitif si tu veux acheter quelque chose qui provient du Japon. Dans le sens inverse, si tu veux venir importer des produits venant d'autres pays, sachant que tu es japonais, eh ben, tu vas avoir un coût élevé parce que ton yen a perdu beaucoup de valeur. C'est pourquoi il ne faut pas que le yen soit trop fort ni trop faible. En fait, l'équilibre, ce serait déjà de retourner à 140, 150 déjà. En fait, il faudrait que ce soit assez maîtrisé parce qu'un coût trop volatile impacterait les marchés lourdement et l'investissement et la croissance. Bref, ça c'est la situation. On a une Bauge plutôt hawkish mais restrictive. Je pense que le fait de baisser les taux, c'est un peu mis à l'écart vis-à-vis du risque d'inflation. Dans ce scénario, euh, provoqué par le risque géopolitique, moi, je prévois un dollar relativement fort avant la réunion de la Fed. Donc là, on n'a toujours pas l'avis, enfin, on n'a toujours pas eu la réunion de la Fed, mais dans le cas d'une Fed hawkish, ou alors juste neutre, relativement neutre, mais moins dovish que prévu, on devrait atteindre les 162, même avec un yen fort provoqué par une réunion hawkish. Donc ça nous revient au 162 par un yen très surévalué. Là, il l'est déjà, on le sait. C'est des choses qui sont réévoquées, il faut aller faire vos recherches sur Internet. Ça explique d'ailleurs mon trade sur GBP/JPY. J'étais très baissier. J'ai remarqué un peu mes niveaux par des chiffres ronds, des nombres ronds plutôt. Je vais attendre de voir comment ça évolue. D'une part par l'évolution des cours des indices, étant donné qu'il y a un bêta assez important par rapport au GBP. Bon, je m'éloigne pas trop. Ce qui nous ramène donc à aller là-haut pour miser sur un accord de paix. Enfin, tant qu'il y a un accord, le dollar va pouvoir se désapprécier au fur et à mesure pour un peu de fuite de capitaux parce que ça fait plus l'office de valeur refuge du coup. Et de l'autre côté, on va avoir la Bauge hawkish, donc avoir un yen plus fort, d'autant plus qu'on a le risque d'intervention de la Bauge. Donc cet ensemble fait que, à court terme, vraiment je suis haussier, parce qu'il y a beaucoup de spéculation, donc je pense qu'il y aura beaucoup d'ordres acheteurs pour aller chercher la fourchette des 161, 162, voilà, tout simplement. En plus, derrière, on va aller chercher une vente. Alors moi, pour l'instant, je préfère attendre, hein, ça va sans doute être en fonction des fondamentaux, dont l'accord de paix, exactement de ce que je viens de vous dire. Donc voilà, pour le yen, ça va se passer comme ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, à côté, on a des rendements obligataires qui coûtent extrêmement cher. Où est-ce que je l'ai pas? Ah si, je l'ai là. Voilà, on est très haut comparé à la valeur du yen. Ce qui veut dire que, admettons, tu décides d'acheter une obligation, tu as un rendement à 2,5% bientôt, et le yen est très cher, est très faible, mais en fait ça coûte cher parce que les rendements montent, personne ne veut d'obligations, donc les rendements montent pour que les gens en achètent. Sauf que pour la quantité qui est achetée, l'endettement est massif. Parce que déjà, on paye plus d'intérêts, et en plus le yen perd plus de valeur, donc on paye encore plus derrière. Voilà. En fait, j'ai résumé en une fois, je m'en suis pas rendu compte. Mais voilà, ça se résume assez comme ça. Et cette dette s'évalue à 214% du PIB, ce qui est énorme, et c'est voilà, accentué par les hausses les hauts rendements. Voilà, j'ai un peu résumé un peu ce qu'il y avait en dessous. On va maintenant passer au dollar. Non, c'était au pétrole avant, oui. Donc là, en ce moment, vous voyez, on a le conflit au détroit d'Ormuz, voilà, exactement, la guerre. Donc, actuellement, on a un prix du baril à 109,62, ce qui est extrêmement haut.
les marchés anticipent un peu d'optimisme, on va dire, en termes d'indices, je veux dire. À cause du détroit d'Ormuz, on a une lourde baisse d'offres qui est évaluée à 11 millions de barils de pétrole de perdus chaque jour. Ce qui est 2 fois plus que pendant la crise pétrolière des années 70. Et ce qui fait aussi demander, il y a une demande accrue donc pour le WTI, qui est donc demandé aussi en contrepartie du Brent qu'on ne peut pas avoir. Ce qui fait qu'on a un choc massif de la demande et une baisse de l'offre qui fait augmenter drastiquement les prix. Ce qu'on peut observer pour analyser, c'est le spread Brent-WTI. C'est-à-dire que le Brent est plus utilisé dans le monde, dans sa globalité bien sûr. Donc quand le spread augmente, quand le spread augmente, c'est qu'on a on a des fortes tensions. Je crois que j'ai mis un graphique à droite, non c'est celui-là. Donc là on peut observer, ici en 2022, c'était la guerre en Ukraine du coup, on a une forte volatilité. Donc j'ai fait le calcul Brent moins le WTI. Et là c'est ce qu'on retrouve aussi là. Donc c'est la forte volatilité. Là on remarque un peu les périodes de tension. On peut le voir aussi autrement, ça peut s'expliquer par ce graphique-là. Attends, je fais le change. On remarque bien que le spread réduit drastiquement arrivé à une forte volatilité parce que l'offre baisse, mais la demande explose pour l'autre. Ce qui fait qu'on a quand même des spreads qui varient énormément. On a beaucoup de retours à zéro pour rééchanger à chaque fois de chaque côté. Ce qui est significatif sur le marché. Quel est l'impact sur le dollar? Donc l'augmentation sur le dollar. Quand j'ai dit dollar, là, c'est principalement l'économie globale en termes de banque centrale. L'augmentation des prix, ça va être très important, c'est le double mandat des banques centrales, tels que l'équilibre des prix et le plein emploi. Ce qui veut dire que dans le cas d'un pétrole très cher, cela ne correspond donc pas à l'un des deux mandats, c'est-à-dire des prix raisonnables exploitables, tels que 2%, c'est contrôlable, on va dire, et dans l'ensemble, 2%, suivant, alors on a deux indices, on a le corps et l'inflation normale, c'est-à-dire qu'on va avoir sans l'énergie, sans la nourriture, enfin sans l'alimentation. Bref, donc on a une hausse des prix, une hausse des taux, une prévision d'hausse de taux par les banques centrales. Cependant, il y a un peu un côté, une contrepartie vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que là, on va hausser les taux, certes, pour limiter l'inflation. Par contre, on va avoir une croissance faible. Donc, à court terme, on risque d'avoir une croissance très mauvaise. D'une part, l'augmentation des coûts. Vous êtes en entreprise, vous êtes transporteur, vous allez sûrement avoir une augmentation du coût de votre boîte de près de 50% ces derniers temps, ce qui est énorme. Les marges augmentent, la prime de risque. Ce qui veut dire que du coup, on va sans doute avoir une résilience dans la consommation pour les entreprises, pour leur croissance, donc sans doute moins poussées à avoir de nouveaux salariés pour évoluer, pour grandir tout simplement. Les consommateurs, quant à eux, consomment moins d'autres produits autres que le pétrole, c'est-à-dire qu'ils vont être résilients dans leur consommation. On va pouvoir remarquer une baisse des dépenses venant des ménages. Donc, par exemple, moi, je vais être moins tendance à aller chercher un bouquin à Leclerc Culturel un samedi matin, vu le prix de l'essence. Voilà. Donc, on a des anticipations vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que si l'inflation augmente, on risque d'avoir un ralentissement économique provoqué par la baisse des consommations. Sauf que la baisse de consommation risque de compenser vis-à-vis des prix, parce qu'on va avoir une demande moins importante, une offre qui reste assez stable du coup. L'inflation ne va pas évoluer quant aux produits qui sont achetés de par la conséquence du coût du pétrole. C'est-à-dire que, exactement ce que je dis, du prix d'un livre, on risque pas d'avoir une forte augmentation de ce prix, même si le pétrole augmente, parce que tout simplement les gens vont moins consommer, donc les prix vont pas augmenter. S'il n'y a pas de demande, ça va pas fonctionner comme ça.
Du coup, on peut remarquer ça sur les obligations, cette anticipation de taux. Le plus important côté Fed, c'est le taux de 2 ans. Il représente parfaitement, il représente au plus fiable l'évolution des rendements. C'est-à-dire que là, actuellement, notre Fed a un taux plafonné à 3,5 et 3,75. Aujourd'hui, suite au début de la guerre, on a une énorme hausse provoquée par l'augmentation du prix du baril, donc des anticipations de taux qui ont augmenté. On a une baisse par optimisme d'accord de paix, tout simplement. Et là, on retrouve une hausse, parce que déjà, le conflit s'éternise. Disons que le conflit est plus vu à long terme, donc les anticipations ne changent pas beaucoup, mais restent à la hausse. C'est pourquoi on a des calendriers de taux de la Fed qui changent en parallèle. Ça va être très simple, je vais aller sur le site de Fed de CME, voilà. Donc les rendements de référence, ouais, ça reste 2 ans. Je m'appuie aussi sur le 10 ans. C'est-à-dire que du coup, les rendements, enfin le dollar est corrélé à ces rendements, c'est-à-dire que si on a notre rendement qui fait cette courbe-là, la corrélation n'est pas de 1, évidemment, mais elle s'en rapproche, c'est-à-dire qu'on a des chances d'avoir cette forme-là. Cependant, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Du coup, comme c'est une valeur refuge, on va sûrement avoir seulement une courbe droite de tendance simple. Ça va dépendre, bien sûr. Donc là, voilà, ça a pu charger. Je vais vous montrer un peu l'évolution des probabilités. Voilà, donc là, les probabilités de non-changement de taux vont encore augmenter aujourd'hui. En fait, ce matin, si vous voulez, il n'y a pas eu de... L'accord a été refusé. Donc, c'est une guerre qui s'éternise encore. Bon, il y a encore des choses qui sont anticipées en termes d'accord et de négociations. Donc, à revoir. Peut-être que demain, on va rechuter, augmenter à ce niveau-là. Donc voilà pour ce qui est des rendements. C'est corrélé... Alors ça, c'est le... Oui, là, c'est les rendements. Alors, c'est corrélé inversement au prix du bon du trésor. Enfin, du prix de l'obligation. Voilà. Derrière... Ah, ça, j'ai déjà montré. Ensuite, parler des taux swap. En fait, les taux swap, je m'en sers de plus en plus. Ça fait pas très longtemps, ça va faire 2-3 mois que j'aborde un peu le sujet. De mon côté, personnellement, pour évoluer. L'avantage du taux swap, c'est pour limiter le risque vis-à-vis d'un taux variable. Et évoluer plutôt vers un taux fixe, qui nous permet donc d'anticiper des variations. Non, justement, éviter d'anticiper des variations et de les subir. Anciennement, c'était le Libor. Le Libor qui avait certaines règles et qui était négocié. Il ne devrait pas être négocié, mais plutôt fixe pour tous les commerçants, toutes les entreprises qui négocient entre elles. C'est pourquoi maintenant ce n'est plus le Libor, mais un nom approprié à chaque monnaie, comme le SOFR pour l'euro, non, pour le dollar, le Sonia pour la livre sterling, et l'euro c'est l'Euribor, il me semble. Donc voilà, maintenant ça fonctionne comme ça. Ces swaps de taux permettent d'anticiper plusieurs choses, le risque de défaut, la liquidité sur le marché, l'évolution des cours, les conditions de marché, je l'ai dit. Moi, celui que j'utilise, il va être un peu différent. Aussi, les courbes, le yield curve, alors, il y a les taux swap et les taux obligataires que moi j'utilise en yield curve. Alors, c'est très simple. Par exemple, là, on a le taux 2 ans. Je peux le comparer au taux 10 ans, admettons. Ça va être très simple. US 10 ans. Voilà. Merde. Par exemple, là, si je pouvais mettre un peu les choses bien droites, en fait. On a eu une hausse plus prononcée par les taux 2 ans, la variation ici, parce qu'en fait, l'inflation elle est plus anticipée à court terme plutôt qu'à long terme. Donc les rendements à court terme vont être beaucoup plus impactés que celles à long terme, donc les anticipations ne sont pas du tout les mêmes. Cependant, la hausse qu'on a pu avoir ici, cette dernière, elle reflète quand même une anticipation quand même plus importante que les autres fois. En fait, ici, c'était monté moins haut, dans cette zone-là. Mais là, ça remonte plutôt bien, on est plus proche du haut que pour les 2 ans.
Donc sans doute une anticipation un peu plus long terme et un peu plus importante. Ça se reflète parfaitement sur les taux que Cornell a fait en termes de prévision. Donc voilà, ça s'analyse comme ça. Vous pouvez mettre tous les types de rendements obligataires, ça peut très bien marcher. De toute façon, je l'ai mis sur le Canva. Il y a aussi le calcul, moi je le fais, c'est le taux de 2 ans avec le SOFR. Ça reflète les conditions de marché, les anticipations de taux en termes de volatilité. Là, on a une hausse qui est très importante, provoquée par une anticipation très volatile des rendements de la Fed. SOFR, c'est le taux aussi sans risque. C'est peut-être pas l'OIS là, mais ça indique les changements d'anticipation rapides. Là, on est en daily sur cette unité-là. Il me semble que j'ai dû mettre un autre graphique, à moins que je ne l'ai pas. Alors, je peux peut-être pas le sortir, remarque. Ah si, voilà. On peut aussi analyser le SOFR. Je l'ai fait sur le Sonia dans une vidéo, je vous invite à aller la regarder. J'ai pas réussi à retrouver le graphique qu'il fallait, j'ai pas forcément trop le temps, mais je vais vous l'expliquer. C'est exactement le même principe que pour les taux obligataires, en termes de temporalité. Si on va du 1 mois au 10 ans, admettons, on va remarquer que celui du court terme va être beaucoup plus volatile à la hausse que celui du long terme, parce que l'impact, ça dépend de l'anticipation de l'impact. Si c'est vraiment court terme, on verra le court terme hausser très vite, tandis que le long terme, si ça dure pas longtemps, ça devrait aller. Voilà, le Canva était très court ça. Euro-USD, l'impact. Alors du coup, moi, ce que je vous avais dit dans les dernières vidéos, c'était qu'on allait sans doute avoir une réaction à la VWAP, à la baisse, non, même pas. C'était à cette résistance-là. Donc le support reste la VWAP, bien sûr. On a notre réaction. Pour ceux qui ont vendu, bien joué à vous. Moi, je préfère pas. Je vais anticiper un peu des achats suivant la réunion de la Fed et de la BCE. Là, on ne sait pas trop exactement, c'est une tendance pas claire. Eurocad, j'ai rien pour l'instant, je préfère attendre, c'est pareil. Demain, on a la Banque centrale du Canada qui devrait parler aussi sur leurs décisions. Donc du coup, pour l'euro JPY, moi j'attends toujours à aller chercher plus haut, de par la divergence. Non, justement, j'attends une divergence, ou juste une corrélation simple par rapport au USD-JPY. L'USD-JPY qui avoisine bientôt les 160. Bon, il reste du niveau encore à aller chercher, enfin du prix à aller chercher là-haut. Je devrais vendre à ces niveaux suivant la réaction de la décision de la BCE. Si on a un accord rapide, si on a une inflation qui risque de durer, je pense que cette vente est clairement possible. Je préfère attendre quand même. Je me positionne pas. EuroGBP, très simple, c'est pareil, on est une réaction à notre résistance. Les indices tremblent un peu sur les marchés vis-à-vis du pétrole qui reste extrêmement coûteux. Donc le bêta du GBP risque d'être très négatif pour lui, mais il risque de peser. J'attends la réunion de la BOE, elle risque d'être très 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 importante. C'est pourquoi j'anticipe sans doute un retour au plus bas. C'est vraiment un cas défavorable ici. Avec une belle réaction, une BOE dovish et sans doute une BCE hawkish, on risque d'avoir un retour à des plus hauts. Donc ça va vraiment dépendre du taux swap et de la volatilité qu'on risque d'avoir, parce que sinon on risque de perdre un peu d'argent là-dessus. Donc voilà, c'est très court. Sinon, le scénario, c'est un trade qui se fait de cette forme-là. Donc je ne prendrai pas autant de marge. Sans doute quelque chose qui va ressembler à ça. Suivant ce qui se passe, évidemment, encore comme je le dis. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Euro-Aude, je ne fais rien. Euro-CHF, le prix est très très bien parti. Je suis pas à long terme, hein, je suis pas du tout aussi, pour vous le dire honnêtement. Enfin, aussi, pas baissier du moins. Je pense à peu range, retourner ici, aller chercher plus haut et machin. Voilà. L'avantage, comme j'ai de ce trade dans mon post Substack et la vidéo YouTube, c'est vraiment que je vais profiter du taux swap positif pour garder mon trade à long terme sans perdre d'argent en fait. À part si je me fais stop loss bien sûr ou juste avant drawdown. Moi c'est ce que je recherche sur ce trade. Le risque de change il est assez important, donc surtout à ce niveau-là. J'aurais pu avoir un trade plus précis, mais je voulais vraiment tester le taux swap, combien il allait me coûter, etc. plus précisément. Donc si j'avais voulu être beaucoup plus précis, j'aurais pu attendre ces niveaux-là. J'aurais pu attendre ces niveaux-là, clairement. Mais bon, tant pis, je suis dessus. Voilà, c'est fait. GBP USD, moi, je vous avais dit en vidéo, sans doute de vendre à ces niveaux-là, mais il n'y avait pas de là, il n'y a pas de gros fondamentaux pour. Il y en a quand même. Il n'y a pas d'accord de paix encore.
les indices baissent. Donc j'étais quand même plutôt baissier sur la paire à court terme. Je ne sais pas si ça va continuer dans les jours à venir, ça va vraiment dépendre des décisions, de ce qui est dit. GBP CAD, j'ai rien, je m'étais noté cette position-là, mais bon, ça va vraiment dépendre encore une fois des réunions, je vais me passer la vidéo à dire ça. GBP GPY, c'est pareil, alors je me suis fait sortir, je mets pas de stop loss, je vois les réactions en général, ça dépend de ce que je prends. Euh, j'ai vu la bougie, j'ai décidé de fermer. Quand je me suis levé ce matin, j'étais surpris par la grosse baisse, donc je savais que la Boge avait été sans doute un peu hawkish ou juste restrictive. Je dis restrictive plutôt neutre dans cette tendance-là, du moins. Donc, je sais pas où est-ce que le prix va pouvoir aller, je vais suivre un peu l'évolution. Ça m'étonnerait pas d'aller chercher là, puis de repartir à la baisse plus tard, ou d'aller chercher encore plus haut. Mais encore une fois, il y a le bêta qui risque de lourdement peser sur le GBP, et une Boge hawkish risque de limiter la hausse. Donc pourquoi pas reprendre une baisse plus tard, je sais pas sur quoi rentrer exactement. J'ai pas de niveau de prix disponible. USD CAD, moi je suis pas rentré sur la vente là, on aurait pu très bien chercher ce support-là, mais moi, je le fais pas. Je préfère attendre plus haut, voir l'évolution. Les prédictions de change, elles sont assez basses. Ça doit être quelque chose de l'ordre de 1,34, 1,33 même, il me semble. Donc ça correspond à la résistance. Donc pourquoi pas aller chercher plus haut avec une Fed restrictive, au quiche, ce qui serait possible pour porter un peu le dollar, puis un accord de paix qui pourrait retirer un peu d'argent du côté du dollar et faire venir un peu, enfin remettre en valeur le CAD. C'est un peu ce que je vise. USD-JPY, je vous l'ai déjà un peu expliqué le scénario. USD-CHF, c'est vrai que je suis assez haussier, mais je préfère pas me positionner. C'est un niveau hyper important. Je préfère attendre de voir l'évolution. Je suis plus partant sur Euro CHF. USD CHF me semble possible dans le cadre d'une Fed très restrictive. Un bon emploi, un très très bon emploi. Une croissance durable. Demain, on a un résultat des GAFAM. On va en savoir un peu plus sur la croissance, enfin, sur la possible croissance des entreprises. Ça peut être assez directionnel, ça. Alors, l'Aude, la RBA, elle est très hawkish, donc à voir. Par contre, comme il y a beaucoup d'importations, je pense que leur position vis-à-vis de l'inflation risque d'être assez pesante, dans le sens où peut-être que les de hauts taux vont limiter la croissance vis-à-vis de l'inflation qui risque de gêner lourdement l'importation, d'autant plus que la baisse de taux serait plus favorable en fait à ce scénario un peu. Sauf qu'il y a le risque d'inflation en ce moment. L'Aude est exposé au sentiment risque, au sentiment risque. Là, on est vraiment sur du sentiment risk-off, ce qui se reflète pas trop encore sur les marchés, à part sous les indices aujourd'hui, donc ça vient vraiment de commencer, on va dire. Donc là, je suis plutôt patient sur AudeCAD et AudeUSD. Moi, je m'étais mis un ordre en attente, voir l'évolution, mais vous voyez, je suis pas rentré dedans, de toute façon, j'attends. Je préfère attendre, je sais pas exactement comment ça va se passer. On va passer sur les indices. Comme je vous avais dit, c'était sans doute un retour à 720, si c'est produit, avant une baisse. J'avais pas forcément mis une énorme taille de lot, donc je me suis permis de garder cette position. J'étais pas rentré sur le NAS. Je sais pas exactement comment ça va évoluer. Un accord de paix, je suis pas sûr qu'un accord puisse véritablement... En fait, il faut un réel accord, parce qu'il y a beaucoup d'optimisme et de spéculation, mais ça commence à être assez limité. Il y a un peu cette prise de conscience du prix du baril qui est quand même à 109,40 bientôt là. Donc ça avait passé, c'était même à 111. Du coup, côté Nikkei, je suis très baissier, très très baissier. D'autant plus qu'on a une Boge hawkish, ce qui risque de lourdement impacter l'économie japonaise, qui a été très bon jusque-là, puisque le yen est très très peu coûteux, pour les autres pays du moins. Avec un dollar, avec un pétrole très cher, je suis pas sûr qu'on puisse taper un ATH comme ça en milieu de semaine, quoi. Ça me paraît pas du tout envisageable. C'est pourquoi je revise un plus bas, un support, quelque chose qui est viable en termes de probabilité, tout simplement, d'anticipation, de spéculation. Voilà. Demain, on a des réunions, on a celle
Banque du Canada et celle de la Fed. Ça va être hyper important de voir ce qu'ils vont dire. Je vais sans doute refaire une vidéo, je ne sais pas encore exactement, sur ce qui va être dit demain soir. On va pouvoir réagir. Voilà, si tu as des questions, viens en commentaire, n'hésite pas. Je vais te faire une présentation de mon Substack. En fait, sur mon Substack, je poste tous les soirs tout ce qui se passe sur les marchés, plus en détail, sur toutes mes positions qui sont passées. Pour l'instant, je les mets sur YouTube. Je ne sais pas si ça va durer à long terme. Mais du coup, sur mon Substack, je publie toutes mes analyses journalières. Voilà. Car on un peu d'humour, hein, ça va. Cet abonnement, il est payant. Pour l'instant, tous les posts sont gratuits. Ça devra dépendre de la visibilité. Un jour, ils seront payants. Je les passerai payants. C'est 7 € par mois. Voilà. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir les posts gratuits, regarder en quoi ça consiste exactement. Bien sûr, c'est pas un conseil en investissement, c'est purement une façon pour moi de développer mes analyses, me forcer à les approfondir à chaque fois. Derrière vous, ce que vous pouvez faire, c'est les lire, vous faire votre propre expérience sur les marchés, et ça va vous booster à fond. Parce que trouver des mentors qui vous payent tout, enfin, c'est vous qui payez, mais qui vous donnent tout, ça vous formera jamais, mais jamais. C'est vraiment vos recherches, votre dur labeur qui va vous permettre de vraiment comprendre mieux les marchés financiers. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vais m'arrêter là, on en parlera une prochaine fois. A plus.